Quand on s'intéresse à l'histoire du jeu vidéo, on est toujours surpris de voir l'inventivité des années 80 et 90 en matière de gameplay. Avec des moyens plus limités qu'aujourd'hui, on découvre des genres entiers. Simuler une ville dans SimCity, mêler la stratégie et la tactique dans Heroes of Might and Magic, devenir un dieu dans Populous, gérer un donjon maléfique dans Dungeon Keeper en frappant ses ouailles. Il y a un paquet de pépites que je couvre largement sur cette chaîne. 30 ans plus tard, l'industrie est devenue majeure dans le domaine du divertissement, compte des dizaines de milliers de titres annuels et continue à créer. La logistique de Factorio, le mélange Tower Defense STR de The Billions, le mélange entre jeu incrémental et RPG Vampire Survivors, la créativité est encore de mise. C'est pourtant chez les champions de l'industrie qu'on ne retrouve plus cette créativité. Ayant grossi pour inclure des dizaines de studios sous une même bannière, les éditeurs comme Microsoft, Sony et Electronic Arts semblent avoir du mal à investir dans des expériences créatives. Leur objectif est après tout de faire grossir cette industrie. Seulement, ils ne souhaitent investir que dans des projets qui rapportent, dans une industrie déjà surchargée, donc de singer les jeux les plus joués et les plus vendus, tout en rajoutant du contenu pour attirer un plus gros public qui sera appâté par du marketing agressif et parmi les plus beaux moteurs graphiques du marché. Est-ce que cela marche ? Non, et c'est bien pire que cela. Cette saturation de gros titres génériques à cahier des charges épuise l'industrie. Ces titres, non contents de masquer la cohorte de petits jeux qui renouvellent le média en les empêchant de trouver leur public, proposent même à ceux qui les achètent des expériences copier-coller, qui fatiguent les joueurs et les éloignent du média. Comment est-ce possible ? Et comment ces jeux à checklist auto-alimentent la crise de l'industrie AAA ? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode d'En Bref, l'émission qui résume le jeu vidéo. Si l'on prend le deuxième pays comptant le plus de joueurs au monde, à savoir les 200 millions de gamers états-uniens derrière les 600 millions de gamers chinois, et qu'on regarde le top 10 des jeux les plus vendus ces 5 dernières années aux États-Unis, on voit qu'on retrouve sans arrêt les mêmes éditeurs. Electronic Arts avec ses jeux de sport comme FIFA et Madden, et ses jeux d'action avec Battlefield et Star Wars Jedi, Microsoft Gaming et feu Activision Blizzard et ZeniMax Media avec l'action de Call of Duty, Diablo ou encore Doom Eternal, Sony et ses open world AAA façon Marvel Spider-Man, Horizon ou encore Ghost of Tsushima, Nintendo avec Zelda, Pokémon et Mario Kart. On observe qu'on retrouve des séries connues, des open world d'action-aventure classiques et des franchises annualisées, ce qui prouve bien que la stratégie gagnante reste de surfer sur ses acquis lorsqu'on a établi sa marque. Reste que ces éditeurs ont aussi raté le coche dans certains titres. Electronic Arts avec un Battlefield 2042 ou un Dragon Age critiqué, Microsoft Gaming avec un Starfield et un Avowed mitigé, ou encore Sony et le désastre de Concorde. Les titres de ces éditeurs coûtent également très cher, que ce soit pour le développement ou le marketing. Concorde, Starfield ou The Last of Us auraient coûté plus de 200 millions de dollars. Les Spider-Man plus de 300 millions de dollars et les Call of Duty plus de 500 millions de dollars. Ces titres se doivent donc d'être rentables, d'où les fermetures inopinées de studios lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur et les licenciements à la chaîne. D'autant que je ne vous ai présenté que le haut de l'iceberg. Chaque éditeur produit ainsi chaque année des dizaines de titres, avec des coûts qui peuvent être également faramineux, mais qui ne se matérialiseront pas par des réussites commerciales, face à un marché du jeu vidéo saturé. C'est pourquoi les plans sociaux et les fermetures de studios se multiplient et que les grands éditeurs se recroquevillent derrière des séries connues. Mais c'est aussi parce qu'on sort de plusieurs années à essayer de singer les réussites de l'industrie, notamment dans les jeux-services. Les jeux-services ont la cote. Dans les 10 jeux les plus joués de 2024, on trouve comme jeux-services les Battle Royale Fortnite, Warzone, Apex Legends et PUBG, le moteur pour les enfants Roblox, le gacha Genshin Impact, les shooters Valorant et Counter-Strike et le MOBA League of Legends. League of Legends a plus de 130 millions de joueurs mensuels, Fortnite attire des dizaines de millions de joueurs quotidiens, et Genshin Impact fait environ 1 milliard de dollars de revenus par an. C'est cela qui attire aujourd'hui les éditeurs. Des titres où les joueurs reviennent, généralement multijoueurs, avec des boutiques intégrées qui rapportent plus sur la durée s'il y a suffisamment de joueurs que des ventes directes. C'est d'ailleurs pour cela que dans les titres évoqués précédemment, on retrouve aussi les gros éditeurs comme Warzone de Microsoft et Apex Legends d'EA qui ont surfé sur la mode du Battle Royale. Mais cela masque encore une fois une réalité secrète. Le nombre de Battle Royale, de MOBA et de shooters multijoueurs qui ont sombré ces 10 dernières années est légion. Anthem voulait être le Destiny d'Electronic Arts, Concorde le Valorant de Sony, New World le World of Warcraft d'Amazon, avec des contradictions évidentes. BioWare n'est par exemple pas spécialisé dans les jeux multijoueurs, tout comme Platinum Games et son échec de Babylon's Fall, ou Arkane avec celui de Redfall. Ces tentatives de percer dans le jeu-service ont contribué à affaiblir l'image de marque de certains éditeurs, mais surtout des développeurs qui ont dû faire ces titres. BioWare ne s'est jamais vraiment remis d'Anthem et compte désormais moins de 100 personnes. Arkane y a perdu un studio.
Les éditeurs font ainsi payer les développeurs qui ne rapportent pas, même si cette décision de transformer les jeux en jeux-service vient souvent de leur part. Il ne reste à la fin qu'un simple calcul comptable de rentabilité. Le récent échec de Concorde ou de X-Defiant sont les derniers éléments de ces tentatives, sans pour autant annoncer leur fin. Après tout, Warzone et Apex Legends ont bien percé. Certaines mods semblent tout de même se tarir. Les dizaines de MOBA des années 2010 sont désormais tous enterrés, à l'exception d'une poignée de titres dans un genre dominé par League of Legends. Le marché a choisi. Les éditeurs veulent moins de risques et plus de rentabilité. Et le marché leur donne raison, avec les meilleures ventes pour leurs franchises annualisées sans renouvellement créatif, comme Call of Duty et les jeux de sport d'EA et les gros open world à checklist. Quand on prend les Assassin's Creed, Ghost of Tsushima, Horizon, Starfield, Spider-Man et j'en passe, on trouve les mêmes choses. D'abord, une histoire principale avec de belles cinématiques, un univers travaillé, une bande-son soignée et de beaux graphismes. Ensuite, un grand open world avec des collectibles, des quêtes secondaires souvent inintéressantes et des activités bonus pour occuper le joueur. Enfin, pour donner un peu de liant, on rajoute un système RPG pour donner un sens à la progression du joueur avec des points de compétences, des améliorations d'équipement et tout ce qu'il faut pour que le joueur trouve intéressant de min-maxer son personnage dans le contenu. Le tout fait ainsi des dizaines d'heures pour une histoire principale qui se fait généralement en moins de 10 si on retire les allers-retours inintéressants dans la cambrousse. Et ces open world là me fatiguent énormément, car c'est en fait tous les mêmes, peu importe les univers différents. S'ils se vendent si bien, c'est aussi parce que les joueurs achètent moins de jeux vidéo qu'auparavant et veulent investir dans de vrais gros titres. Et ces gros titres peu créatifs répondent à ce besoin. Sauf que si vous vous amusez à jouer à plusieurs open world, vous verrez vite poindre une certaine fatigue. C'est souvent à ce moment qu'on se dit qu'on a passé l'âge des jeux vidéo. Sauf qu'en réalité, si vous avez peut-être passé l'âge ou pas, juger cela à travers les open world AAA, c'est juger avec une toute petite lorgnette. Car comme je disais en introduction, même aujourd'hui, on a des dizaines de jeux qui renouvellent le média avec des univers étonnants, comme le Doom qui se lance dans une histoire multidimensionnelle, des gameplays comme la livraison de Death Stranding, et des mix uniques de The Billions à Vampire Survivors. Mais ça implique de passer outre l'insatiable marketing des gros éditeurs, le matraquage publicitaire des open world des Call of Duty, et la nuée de jeux services à millions de joueurs qui nous attendent. Et dans un monde où on a de moins en moins de temps, c'est plutôt dur d'arriver à écumer des titres plus confidentiels, même si ce n'est pas impossible grâce au pouvoir des réseaux, comme on le voit avec les 5 millions de copies du jeu de cartes roguelite Balatro. Je dirais même que c'est le renouveau créatif qui rapporte pourtant le plus. Stardew Valley a rapporté à son créateur 500 millions de dollars, Balatro 1 million de dollars en 8 heures, et Poncle a embauché 25 personnes à la suite du succès de Vampire Survivors. Malgré des coûts de développement très bas, qui peuvent parfois se chiffrer à quelques dizaines de milliers de dollars, on peut aboutir à des réussites commerciales et critiques, rappelant que le jeu vidéo, c'est aussi quelque chose de créatif, et pas que du technique, car il faut provoquer le plaisir du gameplay chez le joueur. Mais alors pourquoi les éditeurs n'arrivent pas avec leurs centaines de millions de dollars à un tel résultat ? Selon moi, c'est corollaire de l'organisation interne. Plus les développeurs et éditeurs grossissent, plus les équipes sont grandes, les tâches diverses, l'organisation interservice difficile, avec des attentes de plus en plus grosses. C'est une problématique de gestion de projet, typique des grosses boîtes, avec l'impossibilité de faire simple et des exigences managériales parfois décorrélées de la réalité du terrain, comme forcer BioWare à faire un jeu service. Et puis, c'est une industrie. Au sommet de celle-ci, il n'y a donc pas forcément des joueurs, mais des investisseurs qui investissent autant dans le jeu vidéo que dans le pétrole ou les assurances bancaires, avec des impératifs bien éloignés de l'idée de créativité. Et cela n'incite pas à prendre des risques. La grosse industrie AAA ne semble assez bonne qu'à produire des gros titres beaux mais chiants, qui attireront un public peu exigeant, car joueur occasionnel. Et pour ce faire, la gestion de projet façon industrie, c'est de proposer des checklists à remplir. Et c'est bien dommage. Les jeux à checklist fatiguent l'industrie. À part les joueurs occasionnels et les plus jeunes qui écument les expériences free-to-play, les franchises annuelles et les open world AAA ne font plus rêver. L'industrie AAA paye son mode d'organisation tentaculaire et sa gestion de projet déficitaire alimentée par des injonctions de rentabilité décorrélées des besoins du marché. Au lieu de blâmer leur organisation et leur gestion du risque, les éditeurs préfèrent alors virer des gens, fermer des studios, provoquer une hémorragie de talent et investir dans l'IA pour aller plus vite dans des jeux à checklist. Pour eux, ce sera rentable. Pour l'industrie du jeu vidéo, ce sera une crise créative. Heureusement, comme on l'a vu, le renouveau créatif est encore d'actualité dans l'industrie, bien que moins présent dans nos publicités.